Vous voyez bien qu'il y a un problème de formation des élites, même au-delà des politiques. Si vous pensez aux chefs d'entreprise en général, c'est terrible quand même. Regardez le système très français des grandes écoles. Est-ce que vous croyez vraiment que si vous contemplez les épreuves du concours d'entrée à l'école polytechnique, les compétences qui sont évaluées sont celles qui vont permettre de faire évoluer notre monde vers un mieux vivre? Qu'est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là, qui sont par ailleurs tout à fait respectables sous tout rapport, on est bien d'accord, mais sont ceux dont nous avons besoin pour essayer de penser un ailleurs radical à la situation absolument catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. On les recrute, on les choisit, on les sélectionne parce qu'ils savent reproduire rapidement les exercices auxquels ils ont été entraînés sans aucune variation dans la méthode. Franchement, c'est ça dont on a besoin. Ce que je veux dire, c'est qu'une mutation drastique, comme celle qui serait nécessaire pour que notre modèle agricole soit enfin vertueux, c'est-à-dire à la fois vivable pour les praticiens et soutenable par la terre, nécessite évidemment un effort qui ne doit pas être pris en charge par les praticiens et praticiennes. C'est à l'ensemble de la collectivité de le prendre en charge. Exactement comme moi, j'aimerais un monde dans lequel il n'y a presque plus d'avions, mais je n'aimerais pas que tout le secteur de l'aviation se retrouve au chômage et mourant. En ce qui me concerne, j'aimerais bien qu'on cesse de manger de la viande, mais je ne souhaite pas que les bouchers meurent de faim. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces mutations sociales qui vont nécessiter des efforts et qui vont aussi, bien sûr, faire apparaître de nouveaux emplois, il faut les prendre en charge collectivement. Et que si on fait ce qu'il faut et qu'on laisse les agriculteurs et agricultrices se débrouiller, ça sera une situation qui sera absolument insoutenable pour eux et elles. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas leur erreur, c'est notre erreur collective. Et que comme c'est notre erreur collective, il faut la prendre collectivement en charge. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, parce que, même vous avez vu pendant le Covid, par exemple, il y a eu une dissymétrie très insupportable dans la manière dont les aides ont été réparties. Et ça, c'est vraiment un problème fondamental de notre vision politique, si vous voulez. Comme si, quand un drame touche une profession, elle devait seule emporter les conséquences. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut reconnaître qu'on s'est collectivement trompé. Et je crois que c'est extrêmement important de penser la dimension systémique et de ne pas en rester à la réaction individuelle, en quelque sorte. Bon. Au-delà de ça, pour ce qui est de ce que vous évoquez, c'est tout à fait vrai, hein, je suis entièrement d'accord avec vous, mais en même temps, vous m'en voulez pas, hein, c'est toujours mon rôle, c'est toujours d'être un peu chiant, quoi. Voilà, je suis l'emmerdeur de service, donc bien sûr que je préférais qu'on donne des sous à mes copains écolos qu'au lobby du pétrole, hein. On est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, parce que voilà, une fois que j'ai dit la trivialité, je ne peux pas m'empêcher de donner le contre-argument, parce que c'est ce que je sais faire, un peu. Et en même temps, c'est quand même un peu paradoxal, tous ces écolos qui demandent de l'argent, quoi. Enfin, je veux dire, on ne veut pas de croissance, mais on veut plus d'argent. Moi, je trouve ça bizarre. En fait, moi, je crois qu'on n'a pas du tout besoin d'argent, en fait. Alors, vous, oui, une association, bien sûr, localement, peut avoir besoin d'argent, ça, c'est sûr. On veut faire quelque chose, on veut aider telle population animale qui va mal, et il faut bien un peu de sous pour faire marcher l'association. Ça, c'est vrai à l'échelle locale. Et moi-même, j'ai besoin d'un salaire pour vivre. Bien sûr qu'il faut un peu d'argent pour faire marcher les initiatives locales. Ça, c'est vrai. Mais au niveau civilisationnel, dire la transition écologique va coûter cher, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Parce que si on fait ça, on pense encore dans l'ancien monde. On pense encore dans un monde où il faut absolument s'indexer à cette espèce de prérequis ou d'hypothèse fondamentale de non-décroissance de nos ressources matérielles. Et en fait, ce n'est pas vrai. Si on le fait avec de la croissance, de toute façon, on perd. Vous savez très bien que de toute façon, si on le fait avec de la croissance, ça revient à dire que c'est du green washing et que ça n'a aucun sens fondamental. Donc, moi, j'aimerais que, à l'échelle systémique, les gens qui s'engagent vraiment dans la révolution qui est nécessaire ne demandent pas d'argent, en fait, demandent qu'on ait moins d'argent. Ils disent non, le seul geste écologique vraiment signifiant, c'est pas de dire filez-moi une petite partie un peu plus signifiante du PIB. C'est dire oui, on diminue drastiquement le temps de travail. Pourquoi? Pour polluer moins? Oui, bien sûr. Pour émettre moins de CO2? Oui, bien sûr. Mais surtout parce que ce qui nous rend heureux, c'est de vivre. L'immense majorité des gens ne sont pas très heureux à leur travail.
parce que leur travail est prosaïque. Redonnons un peu de place au poétique, ça génère pas du tout d'argent, mais ça génère énormément de bienfaits environnementaux et de joie d'être, quoi, tout simplement. Et donc, c'est ça aussi que j'aimerais bien qu'on puisse porter au niveau politique. Alors, bien sûr, je ne parle pas là au niveau des communes, parce que les maires, c'est différent, mais au niveau national, vous voyez bien qu'il y a un problème de formation des élites, même au-delà des politiques. Si vous pensez aux chefs d'entreprise en général, c'est terrible quand même. Regardez le système très français des grandes écoles. Est-ce que vous croyez vraiment que si vous contemplez les épreuves du concours d'entrée à l'école polytechnique, les compétences qui sont évaluées sont celles qui vont permettre de faire évoluer notre monde vers un mieux vivre? Est-ce que vous croyez vraiment que des gens qui sont parfaitement adaptés à résoudre des équations différentielles du second ordre ou à inverser des matrices ou à calculer ce qui se passe pour dire des homomorphismes dans des espaces vectoriels sont des gens qui, quand ils font face en plus à des exercices qui sont extrêmement répétitifs, parce qu'il y a de la créativité en mathématiques, il y a beaucoup de beauté en mathématiques, il y a les mathématiques à la Grothendieck qui sont fondamentalement poétiques, et que j'adore, mais c'est pas ça qu'on évalue au concours d'entrée à l'école polytechnique. Et donc, est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là, qui sont par ailleurs tout à fait respectables sous tout rapport, on est bien d'accord, mais sont ceux dont nous avons besoin pour essayer de penser un ailleurs radical à la situation absolument catastrophique dans laquelle nous nous trouvons? On les recrute, on les choisit, on les sélectionne parce qu'ils savent reproduire rapidement les exercices auxquels ils ont été entraînés sans aucune variation dans la méthode. Franchement, c'est ça dont on a besoin? Ça n'a aucun sens. Je vais peut-être continuer là-dessus et peut-être qu'on va continuer à approfondir un petit peu. Vous dites qu'on ne crée que sous la contrainte. Donc, en fait, quand il se passe des choses très contraignantes et des fois très négatives, mais vous parlez aussi de l'ancien monde. Il est clair que l'ancien monde, tout est à l'exponentiel, tous les signaux sont à l'exponentiel dans notre société occidentale, et ça ne peut pas continuer. Ça, j'imagine que vous pourrez nous l'expliquer. Et qu'en même temps, on sent quand même qu'il y a une vague de fond, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Et d'ailleurs, si on est si nombreux ce soir à écouter des choses compliquées, des concepts très intéressants, mais quand même compliqués par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, ça montre qu'il y a de l'espoir et que quelque chose est en train d'émerger aussi, et que c'est peut-être nous qui sommes en train de créer quelque chose, un nouveau système. Peut-être. Non, mais écoutez, je me réjouis de voir que vous le pensez. Ça me rassure un peu, ça me fait plaisir. Gardez espoir, hein, autrement... Je n'ai pas dit que j'étais convaincu, mais je vous ai entendu. Vous voulez que je commence? Oui. Non, mais... La méthode Coué, ça peut marcher, mais... Non, écoutez, je suis désolé, moi je ne suis pas du tout optimiste, voilà, je ne dois pas faire semblant. Oui, d'accord, on est 1000 personnes, là, ou quelque chose comme ça, dans une très belle salle, les gens ont l'air très sympathiques. C'est chouette, mais on est entre nous, quoi. Donc voilà, il y a un effet de sélection qui fait que de toute façon, les gens qui sont venus à 99% pensent à peu près comme moi, ou je pense à peu près comme eux, donc ça va être chouette. Je vais probablement réussir à les prendre un pot sans me faire tabasser, donc tout va bien, quoi. Mais il y a quand même un effet de sélection draconien, là. Enfin, on n'est pas du tout représentatif de la population mondiale, on n'est pas du tout représentatif des forces en présence, on n'est pas du tout représentatif du rouleau compresseur occidental qui est en train de déployer sa capacité à dévaster comme jamais. Donc j'ai du mal à avoir l'impression qu'il se passe quelque chose. Rappelez-moi, je ne parle même pas d'écologisme signifiant, c'est-à-dire révolutionnaire. Prenons vraiment écologisme petit bout de la lorgnette, écologisme politique, gentil, député, machin. En ce sens-là, il y a combien déjà de présidents et présidentes de la République écolo dans le monde depuis qu'on est au courant de la catastrophe? 0. Et il y en a combien d'extrême droite? De plus en plus. Et ça ne va pas aller en diminuant. Donc soyons sérieux, quoi. On ne peut quand même pas dire qu'une lame de fond est en train d'arriver. Moi, je crois que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais
c'est pas grave au sens où ça ne doit pas nous décourager. Voilà, là-dessus je vous rejoins, parce que le sens, il peut être global, mais il peut aussi être local. Alors ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ça n'a de sens que global. Donc si nous on fait un effort et qu'on est les seuls, ça sert à rien. Ça c'est vrai, c'est factuel, c'est mathématique. Mais il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre, il y a tout le reste. Il y a le sens, il y a la solidarité, il y a le vivant qu'on sauve ici, il y a le SDF auquel on s'occupe ici, il y a le geste de soutien à ceux qui se font bombarder qu'on donne ici, et tout ça, ça ne dépend pas exclusivement de l'état global du monde. Et donc moi je crois effectivement que l'épiphanie de sens, même si c'est dans le microcosme, elle ne doit pas se laisser terrasser par l'état catastrophique du macrocosme. Il n'empêche que l'état global est quand même pas terrible, quoi.